3 ans. Voilà le temps écoulé depuis la dernière fois que je n'avais plus eu de nouvelles de ma fille. 3 ans de silence plus retentissant que toutes nos disputes. Et pourtant, par un matin brumeux de septembre à Washington, une enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres. Mon nom y était inscrit avec l'écriture minutieuse que j'avais mémorisée grâce à toute une vie de cartes d'anniversaire et de remerciements. Mais cette fois, ce n'était pas de ma fille Anna. Du moins, c'est ce que ma femme, Hélène, soupçonnait. Je me souviens de ce moment comme si j'étais encore debout dans notre allée, la porte de la boîte aux lettres grinçant sur ses gonds rouillés. Ma main tremblait légèrement en attrapant l'enveloppe, le cœur battant la chamade. Le monde extérieur était gris et humide, l'odeur du cèdre et de la pluie flottait dans l'air, mais je n'ai presque rien remarqué, si ce n'est la façon dont mon nom était écrit, Samuel Benson. L'écriture de ma fille ou ce qui y ressemblait. À l'intérieur, Hélène était dans la cuisine, fredonnant tout en essuyant le plan de travail. « Hélène » ai-je crié, sans me soucier de paraître trop excité. « Hélène, il faut que tu vois ça. » Elle est entrée dans le couloir, ses cheveux argentés attachés, ses lunettes sur le nez. « Qu'est-ce qui te rend si nerveuse, Sam ?» Elle a vu l'enveloppe et s'est figée, son visage changeant en une seconde. « C'est, » murmura-t-elle en s'approchant. « C'est d'Anna. » Du moins, on dirait. Hélène la prit de mes mains tremblantes et la tendit à la fenêtre. La bruine de Seattle brouillait tout à l'extérieur, mais à l'intérieur, la lumière du soleil éclairait parfaitement l'enveloppe. Elle passa son doigt sur l'écriture, la bouche pincée par l'inquiétude. « Tu es sûr d'être prêt ?» demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai, même si, honnêtement, je n'étais sûr de rien. C'était l'anniversaire d'Anna, le 12 septembre. Autrefois, ce jour était synonyme de ballons et de crêpes, et les rires résonnaient sur les vieux murs en bois de notre petite maison artisanale. Maintenant, c'était juste une année de plus perdue. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, l'enveloppe entre nous comme un objet ancien. Je la fixais, me souvenant de la dernière fois où je m'étais tenu sur le porche d'Anna, la suppliant de discuter. Elle vivait dans un luxueux appartement du quartier Queen Anne, loin de la vie simple que nous avions tenté de construire. C'était l'après-midi où tout s'est effondré, le jour où son mari, Rick, m'a fusillé du regard depuis l'ombre de leur entrée et m'a dit « Il est peut-être temps de laisser ta fille faire ses propres choix. » Avec Rick, tout était une question de choix. Il en faisait beaucoup, la plupart du temps mauvais. Surtout ceux qui concernaient l'argent des autres. Anna ne voulait pas voir ça. Elle me trouvait autoritaire, mais tout ce que je voulais, c'était la protéger. « Tu veux l'ouvrir ?» demanda Hélène, d'une voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des mois. Je secouai la tête, effrayé par ce que je pourrais trouver à l'intérieur. 3 ans d'anniversaire manqués, de fêtes silencieuses et de cadeaux non ouverts, une seule lettre pouvait-elle vraiment changer tout ça? Je pensais sans cesse à Anna petite, courant dans le couloir en pyjama, les cheveux en bataille, et me sautant dans les bras. Cette fille me manquait. Son rire, son entêtement, même sa façon de se disputer avec moi pour des riens me manquaient. Mais le temps change les gens, et parfois, il arrache tout ce qu'on croyait solide et nous l'arrache sous les pieds. L'enveloppe est restée sur la table basse pendant 1 heure avant que je la reprenne. J'avais du mal à respirer en la retournant dans mes mains. « Tu te souviens de la dernière chose que tu lui as dite ?» demanda Hélène. Je l'ai fait. Je lui avais dit que la famille valait la peine de se battre. Qu'aucun homme, surtout pas quelqu'un qui passait ses nuits à perdre de l'argent au casino et à cacher ses relevés bancaires, ne valait la peine de briser une famille pour elle. Elle m'avait dit que j'étais vieux jeu, que je devais me fier à son jugement. Mais la dernière chose qu'elle a dite a été « Si tu ne peux pas respecter mes choix, tu ne devrais peut-être pas faire partie de ma vie. » C'était il y a 3 ans. Hélène me serra la main. « Peu importe ce qu'il y a là-dedans, Sam, on s'en sortira ensemble. » Elle était toujours la plus forte. J'ai pris une grande inspiration, j'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai commencé à le déchirer. « Attends » dit soudainement Hélène en attrapant mon poignet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle approcha l'enveloppe, plissant les yeux vers l'adresse. « Regarde-moi cette écriture. » Je fronçai les sourcils. « Ça me semble bien. » Peut-être un peu tremblant, mais... Hélène secoua la tête. Anna écrivait toujours avec une légère inclinaison vers la droite, tu te souviens? Et elle appuyait si fort qu'on le sentait sur 3 pages.
C'est différent. Tu vois comme le S de Samuel s'enroule? Elle ne faisait jamais ça. Mon espoir a commencé à s'évanouir, remplacé par quelque chose de plus froid. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que quelqu'un d'autre avait écrit ça. Mais qui l'aurait fait? Pourquoi quelqu'un se ferait-il passer pour ma fille, le jour de son anniversaire, qui plus est? L'horloge de la cuisine sonnait. La pluie s'intensifiait, faisant trembler les fenêtres. Hélène m'a regardé, les yeux brillants d'inquiétude et d'autre chose, de peur. On l'ouvre? J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade pour des raisons que je ne pouvais expliquer. Oui. On doit savoir. Et sur ce, j'ai déplié la lettre, mes mains se stabilisant tandis qu'Hélène se penchait vers moi, sa chaleur m'ancrant dans un monde qui soudainement ne me semblait plus si sûr. Hélène et moi étions assis sur le vieux canapé marron, l'enveloppe ouverte entre nous, la pluie tambourinant encore sur le toit. J'ai sorti la lettre, la dépliant lentement, presque effrayé par la morsure. Mon regard a parcouru les mots, et tout de suite, quelque chose a semblé bizarre. Non seulement l'écriture, mais le ton trop formel, trop froid, comme un message d'un inconnu plutôt que de ma fille. Cher papa, commençait-il, et mon cœur se serra. Anna ne m'appelait jamais papa à l'écrit, elle m'appelait toujours papa, ou, quand elle était d'humeur joueuse, vieux. Mais je continuais à lire, la main d'Hélène se serrant plus fort autour de la mienne. J'ai désespérément besoin de votre aide. Je suis à l'hôpital et j'ai besoin d'une opération d'urgence que mon assurance ne prend pas en charge. Les médecins disent que j'ai besoin de 17 500 $ immédiatement, sinon je risque de ne pas survivre. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis des années, mais vous êtes la seule personne vers qui je peux me tourner. Ne laissez pas notre passé nous empêcher de sauver la vie de votre fille. Une longue série de chiffres et de lettres suivait une sorte de portefeuille cryptographique, réalisé je. Ma mâchoire se serra en lisant les dernières lignes. Veuillez virer l'argent aujourd'hui. Le temps presse. Je suis désolé pour tout. Votre fille adorée, Anna. J'ai laissé tomber la lettre sur la table basse. Hélène m'a regardé, le visage blême. Elle n'écrirait jamais comme ça, murmura-t-elle. Non, ai-je acquiescé, elle ne le ferait pas. Elle sait que je déteste ces histoires d'argent numérique. Et Anna, si elle avait besoin d'aide, elle appellerait. Ou elle viendrait elle-même. Pas ça. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que quelqu'un, quelque part, savait à quel point j'avais désespérément besoin de contact. Ils avaient trouvé le moment idéal, l'anniversaire d'Anna, après 3 ans de silence. Celui qui avait envoyé ce message n'était pas un escroc, il nous connaissait. Il savait combien nous avions souffert, combien d'espoir nous gardions encore. Hélène secoua la tête, les larmes aux yeux. On nous veut du mal, samedi. Mes poings se serrèrent sur mes genoux. Pas si je peux m'en empêcher. Je me suis levé et j'ai attrapé le vieux téléphone sans fil accroché au mur de la cuisine. Le numéro était encore mémorisé, même après toutes ces années. J'ai composé, le cœur battant. Une sonnerie, 2, 3, puis la messagerie. La voix d'Anna, professionnelle et distante, n'était plus celle de la fille dont je me souvenais. Anna, c'est ton père. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est important. J'ai raccroché et composé à nouveau. Et encore. À chaque fois, c'était la messagerie vocale. J'ai essayé d'envoyer un SMS, mais le message tremblait, ça va? Appelez-nous. Pas de réponse. Hélène me regardait arpenter la cuisine, les mains crispées sur le bas de son pull. Sam, et si elle avait vraiment des ennuis? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas elle. Mon esprit s'emballait. Je pensais à Rick, son mari, le genre d'homme qui avait toujours un point de vue, qui savait toujours pousser une histoire juste assez loin pour vous faire douter. Je me souvenais de son regard froid et calculateur, un sourire en coin, la dernière fois que nous nous étions rencontrés. S'il y avait de l'argent en jeu, il était toujours là. Mais irait-il jusqu'à ce point? Simulerait-il une urgence hospitalière juste pour soutirer de l'argent aux parents qu'il avait tant cherché à s'aliéner? Je devrais peut-être y aller, dis-je en attrapant ma veste. Si elle est vraiment blessée, si elle est vraiment à l'hôpital.
Hélène m'a attrapé le bras. Ne fonce pas. Pas après la dernière fois. Elle avait raison, bien sûr. La dernière fois que j'étais arrivé à leur appartement, Anna avait à peine ouvert la porte. Rick s'était interposé entre nous, les bras croisés, me disant que je ne faisais qu'empirer les choses. Anna ne voulait même pas me regarder dans les yeux. J'étais parti ce jour-là, la pluie me ruisselant dans le cou et le cœur brisé. Mais là, c'était différent. Quelqu'un utilisait le nom de ma fille, notre douleur, notre espoir, comme une arme. Je me suis rassis, fixant la lettre. Il faut montrer ça à quelqu'un. Peut-être à la police? Hélène hocha la tête. D'abord, réessayer. Si elle ne répond pas d'ici demain matin, on appelle la police. J'ai passé tout l'après-midi dans un état second, la lettre toujours à portée de main. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Mais ce n'était jamais Anna. À la tombée de la nuit, j'étais assis à la table de la cuisine, contemplant le jardin, la pluie tombant à travers la lumière du porche. Mon esprit se remplissait de souvenirs, Anna à 8 ans, construisant un fort de neige dans le jardin, Anna à 12 ans, jouant du piano pour sa grand-mère. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'amour, l'orgueil et l'obstination ont-ils pu nous transformer en étrangers? Hélène s'assit à côté de moi, son silence étant réconfortant à sa manière. Nous trouverons la vérité, samedi. J'en suis sûr. Avant de me coucher, j'ai réessayé le numéro d'Anna. Directement sur la messagerie. J'ai laissé un dernier message, Anna, s'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque craquement de la maison, chaque coup de vent, ressemblait à un coup frappé à la porte, signe qu'Anna ou son fantôme attendait peut-être de l'autre côté. Et dans mes rêves, j'ai vu cette lettre brûler dans la cheminée, les mots « ta fille aimante » se réduire en cendres. Le matin arriva gris et agité. J'avais à peine touché à mon café, son goût aussi amer que mes pensées. Hélène s'efforçait de maintenir la normalité, s'activant dans la cuisine, faisant frire des œufs, fredonnant une vieille chanson. Mais nous savions tous les deux qu'il n'y aurait plus de retour à la normale. Je vais essayer son bureau, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Anna travaillait pour une start-up technologique au bord de l'eau, un endroit appelé Riverbyte. J'ai trouvé le numéro de l'entreprise sur leur site web et j'ai composé le numéro, tapotant le comptoir de mes doigts nerveux. Une jeune réceptionniste répondit « Riverbyte Solutions, ici Molly. Bonjour. Je cherche Anna Benson, ma fille. Voici son père, Samuel. Est-elle là aujourd'hui ?» Il y eut un silence. Je suis désolé, monsieur. Anna est en congé. Puis-je lui laisser un message? Tu sais si elle va bien? Ma voix était brisée plus que je ne le voulais. Je ne suis pas sûr, monsieur. Elle est partie il y a quelques jours, disant que c'était une affaire de famille. Je lui dirai que vous avez appelé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant encore plus mal qu'avant. Anna ne prenait jamais de congé. Même lorsqu'elle avait la grippe, elle travaillait depuis son ordinateur portable au lit. Était-il possible que la lettre soit vraie après tout? Ou l'arnaqueur cherchait-il simplement à brouiller les pistes, la rendant injoignable? Hélène observait mon visage, des rides d'inquiétude creusaient profondément sur son front. Qu'ont-ils dit? Elle est en congé. Personne ne semble savoir pourquoi. J'ai repris la lettre, la retournant et la retournant, à la recherche d'un indice. L'écriture était proche, mais imparfaite. Celui qui avait écrit cela en savait juste assez sur Anna pour être dangereux. Il fallait que j'agisse. J'avais besoin de réponses. À midi, la pluie s'était calmée, laissant le monde propre, mais perturbé. J'ai enfilé mon vieux imperméable, celui qu'Anna m'avait offert à Noël, quand elle m'appelait encore « Papa », et j'ai attrapé la lettre. Hélène se tenait sur le seuil tandis que je me dirigeais vers la voiture. Ne cherche pas la bagarre, samedi. Juste, écoute, si tu en as l'occasion. Je lui ai serré la main. Je ferai de mon mieux. Le trajet jusqu'à Queen Anne m'a fait découvrir nos anciens lieux de prédilection, le lac Union scintillant sous la faible lumière du soleil, les rues familières de Frémont et Ballard, les vieux restaurants et librairies que nous fréquentions en famille.
Tout semblait pareil, et pourtant, on avait l'impression d'être à une éternité de distance. La rue d'Anna était bordée de grands érables dont les feuilles commençaient à peine à virer à l'orange. Son immeuble était un de ces endroits modernes avec de grandes baies vitrées et des lignes épurées au froid, à mon avis, mais elle l'avait adoré. Un nouveau départ, avait-elle dit, après son mariage avec Rick. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai marché, répétant ce que j'allais dire. Peut-être que je lui donnerais simplement la lettre et attendrais. Peut-être que je m'excuserais à nouveau, pour les vieilles disputes et les non-dits. Peut-être que j'arriverais enfin à la convaincre. À la porte, j'ai appuyé sur la sonnette. Pas de réponse. J'ai réessayé, le cœur battant. Finalement, une voix grésilla dans le haut-parleur, plus grave que celle d'Anna. Oui. Je l'ai reconnu instantanément, Rick. C'est samedi. Anna est-elle à la maison? Un long silence. Non, elle ne l'est pas. Et même si elle l'était, tu n'es pas le bienvenu ici, samedi. J'ai besoin de lui parler. C'est important. Elle ne veut pas te voir. Tu as déjà fait assez de dégâts. Cette dernière phrase m'a blessé, mais je me suis forcé à rester calme. Écoute, Rick, dis-lui juste de nous appeler. Il y a un problème. Le haut-parleur s'est éteint. Fin de la conversation. Je me tenais sur le trottoir, tandis que la circulation de Seattle sifflait. De l'autre côté de la rue, un groupe d'enfants courait en riant dans les flaques, leurs parents les suivant. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma petite tragédie. Je me suis promené dans un parc voisin, me suis assis sur un banc humide et ai sorti la lettre de ma poche. J'ai pensé à Hélène qui m'attendait à la maison, regardant probablement l'heure, se demandant si je reviendrais avec de bonnes nouvelles ou simplement plus de silence. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Hélène. Un peu de chance? J'ai répondu, non. Rick a répondu. Anna n'était pas là, du moins, c'est ce qu'il dit. La pluie s'est remise à tomber, d'abord douce, puis plus forte, trempant ma veste. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté assise là, lisant et relisant la lettre, cherchant l'espoir entre les mots. Soudain, quelque chose m'est venu à l'esprit. Le numéro du portefeuille crypto. Peut-être que la police pourrait le localiser, ou peut-être qu'Anna le reconnaîtrait si elle le voyait. Ou peut-être, juste peut-être, cela nous mènerait à celui qui était derrière tout ce bazar. J'ai décidé de m'arrêter au commissariat local en rentrant. Je me sentais bête, un vieil homme avec une lettre détrempée, demandant de l'aide à un jeune policier. Mais la femme à l'accueil m'a écouté patiemment pendant que je lui expliquais. Hochant la tête aux bons endroits. Ce genre d'arnaque est plus courant qu'on ne le pense, dit-elle finalement. Mais il est rare que quelqu'un copie aussi bien l'écriture d'un membre de sa famille. Nous allons faire un rapport. Gardez votre téléphone allumé. Si vous recevez quoi que ce soit d'autre, appelez-nous immédiatement. Je la remerciai et rentrai chez moi, les essuie-glaces battant la mesure de mes pensées anxieuses. Les lumières de la ville scintillaient sur la chaussée mouillée tandis que je traversais le pont pour retourner à Ballard, là où Anna considérait toujours sa ville natale, même après que tout ait changé. Quand j'ai franchi la porte, Hélène m'attendait, ses yeux scrutant mon visage. Rien de nouveau, lui ai-je dit d'une voix fatiguée et creuse. Mais la police enquête. Elle m'a serré fort dans ses bras et, pendant un instant, je me suis laissé espérer que ce cauchemar pourrait un jour prendre fin. Ce soir-là, juste avant de me coucher, mon téléphone a vibré. Un nouveau numéro. Mes mains tremblaient en répondant, priant pour entendre la voix d'Anna. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était un souffle bas et étouffé, puis l'appel a pris fin. Le lendemain matin, froid et lumineux, le soleil perçait enfin les lourds nuages qui pesaient sur Seattle depuis des jours. Hélène me trouva déjà réveillé, assis à la table de la cuisine avec le rapport de police, la lettre d'Anna et ma deuxième tasse de café. J'avais à peine dormi, chaque bruit dans la maison m'énervait. D'autres appels étranges, demanda-t-elle, la voix rauque d'inquiétude. J'ai secoué la tête. Juste celui-là. Plus rien depuis. Hélène posa sa main sur la mienne, me stabilisant. C'était peut-être Anna qui essayait de me tendre la main. Ou peut-être que c'était quelqu'un qui s'assurait que nous recevions la lettre, répondis-je en essayant de ne pas paraître aussi amer que je l'étais.
Nous avons passé la matinée à éplucher de vieux messages, des emails, et même les albums photos de famille, à la recherche de quelque chose, un indice, un souvenir, quelque chose qui nous avait échappé. C'est Hélène qui l'a repéré, un selfie qu'Anna avait publié sur son profil professionnel presque un mois auparavant, souriante sur le toit de son immeuble, avec la ville en arrière-plan. Elle a l'air bien ici, dit Hélène, une lueur d'espoir dans la voix. Aucun signe d'hôpital, aucun signe d'opération. Elle est vivante, au moins, murmurai-je. Mais était-elle en sécurité? Vers midi, j'ai décidé de faire ce que j'évitais depuis des jours, appeler Rick directement. J'ai trouvé son numéro professionnel, celui d'une entreprise de construction à Renton, et j'ai composé. La réceptionniste m'a mis en relation avec son bureau. Il a répondu à la 3e sonnerie. Voici Rick. C'est samedi. J'ai besoin de savoir si Anna va bien. Il resta silencieux un instant, pesant peut-être ses mots. Elle va bien, samedi. Elle prend du temps pour elle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors pourquoi cette lettre? Pourquoi cette arnaque? La voix de Rick s'éleva. Quelle lettre? Alors je lui ai parlé de la fausse écriture, de la demande d'argent, du portefeuille crypto et de l'appel d'hier soir qui m'a glacé le sang. Il laissa échapper un profond soupir. Sam, je te jure, je n'y suis pour rien. Anna, elle a traversé une période difficile. Peut-être que quelqu'un à son travail a eu tes coordonnées, je ne sais pas. Mais elle n'est pas à l'hôpital. Elle est juste en train de régler les choses. Son ton changea légèrement, devenant distant, presque plein de ressentiment. Honnêtement, elle ne veut pas te parler pour l'instant. Tu devrais la laisser tranquille. J'ai raccroché, ne sachant que penser. Je restais assis à fixer le téléphone, l'esprit noué par la suspicion et la culpabilité. Hélène m'écoutait tandis que je repassais la conversation, mes mots s'échappant à moitié formés. Il dit qu'elle n'est pas en danger. Mais il cache quelque chose. Je le sens. Hélène fronça les sourcils. Alors on attend. Elle reviendra quand elle sera prête. Mais attendre n'a jamais été mon point fort. Cet après-midi-là, je me suis promené dans le vieux quartier. Espérant que le rythme de mes pas apaiserait mes nerfs. Les maisons d'ici nous avaient vu passer les diplômes et les anniversaires, les disputes et les réconciliations. Chaque jardin résonnait du rire d'Anna, son premier vélo, l'arbre qu'elle grimpait, le coin de jardin où elle avait insisté pour planter des fleurs sauvages. Je me suis arrêté à l'épicerie pour quelques courses. En sortant, un visage familier m'a appelé. C'était Charlie Lewis, un voisin de 3 maisons plus loin, le genre de personne qui en sait toujours un peu plus qu'il ne le laisse paraître. « Comment va la famille, Sam » demanda Charlie, l'inquiétude dans les yeux. J'ai essayé d'esquisser un sourire rassurant. « On tient bon. Tu as des nouvelles d'Anna? Ou tu l'as vue dans le coin ?» Charlie hocha la tête. « Je l'ai vue la semaine dernière, en fait. » Elle avait l'air fatiguée, mais ça allait. Elle était pressée, cependant. Elle ne s'est pas arrêtée pour discuter. C'était quelque chose, la preuve qu'elle évoluait dans le monde, au moins. Je l'ai remerciée et je suis rentré chez moi en toute hâte. De retour dans notre salon, Hélène et moi avons reparlé de la lettre. Et si c'était juste quelqu'un qui profitait de la situation, s'est-elle demandé. On entend souvent parler de familles qui se disputent, et on sait où insister. J'ai hoché la tête. Mais comment ont-ils pu trouver autant de détails exacts? L'anniversaire d'Anna, son style d'écriture. Hélène se mordit la lèvre. Rick ne ment peut-être pas en disant ne pas savoir, mais peut-être qu'un proche d'Anna est impliqué. Quelqu'un qui veut nous séparer. La vérité était hors de portée, comme la brume au-dessus du détroit. Ce soir-là, alors que nous terminions de dîner, la sonnette retentit. Je me figeai. Hélène se leva, serviette à la main, et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Son souffle s'arrêta. Samedi. C'est Anna. Pendant un instant, je restai immobile. Puis je me précipitai vers la porte, le cœur serré. Anna se tenait sur le porche, les cheveux tirés en arrière, son imperméable sur le bras, les yeux rougis par les pleurs. Elle paraissait plus âgée, plus fragile, mais elle était toujours notre fille. Papa,
murmura-t-elle d'une voix brisée. J'ai besoin de te parler, à toi et à maman. Hélène l'a serré dans ses bras avant que je puisse parler. Je suis resté là, abasourdi de soulagement, le monde tournant autour de moi. J'ai finalement tiré Anna à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je l'ai conduite au salon. Elle m'a tendu un dossier. Il faut que tu vois ça. C'est à propos de Rick. Et de la lettre. Je ne peux décrire ce que j'ai ressenti en voyant Anna sur le pas de notre porte après tout ce temps. L'espace d'une seconde, les années ont semblé s'effacer et j'ai revu ma petite fille effrayée, vulnérable, mais enfin à la maison. Hélène l'a guidée doucement vers le vieux fauteuil près de la fenêtre, son coin préféré quand elle était petite. Je me suis assise en face d'elle, le cœur battant, le dossier fermé tremblant dans mes mains. « Papa, je suis désolée », commença Anna, la voix rauque. « J'aurais dû venir plus tôt. Je ne savais pas comment. » Hélène tendit la main et la prit, les larmes aux yeux. « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Anna hocha la tête et jeta un coup d'œil au dossier. « S'il vous plaît, regardez à l'intérieur. J'ai trouvé ça dans le bureau de Rick, chez lui. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Mais je pense qu'il est derrière cette lettre. Ou du moins, il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. » J'ai ouvert le dossier et en est sorti une pile de papier. La première page m'a presque fait un pincement au cœur, des rangées de l'écriture d'Anna recopiées à maintes reprises, sa signature, ses adresses, et même, « Cher papa », écrit 20 fois de manière maladroite. Il y avait aussi des impressions d'adresses de portefeuille de crypto-monnaies, des instructions pour les transferts de devises numériques, et même un brouillon de la lettre que j'avais reçue. J'ai eu le souffle coupé. Il s'entraînait à copier tes écrits. Anna hocha la tête, la honte lui brûlant les joues. Je croyais qu'il plaisantait. Il a dit que c'était pour une blague au travail. Mais j'ai trouvé ça. Elle désigna des courriels imprimés et surlignés, chacun montrant des échanges désespérés à propos d'argent, de dettes et d'un certain Vince, apparemment un usurier auquel Rick devait plus de 40 000 $. La main d'Hélène vola vers sa bouche. Oh, Anna. Elle avait l'air si fatiguée, mais une lueur de soulagement brillait dans ses yeux. Je l'ai confronté hier soir. Il a essayé de mentir, il a dit que j'imaginais des choses, que tu avais peut-être engagé quelqu'un pour le piéger. Mais ensuite, j'ai trouvé ça. Elle a glissé un drap froissé sur la table basse, un mot avec mon numéro de téléphone, notre adresse et même ma date de naissance, écrit de l'écriture impeccable de Rick. J'étais malade. Il prévoyait autre chose, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Il pensait que tu serais si impatient de me voir que tu m'enverrais de l'argent sans poser de questions. Il allait continuer à faire des urgences, toujours juste assez pour payer sa prochaine dette de jeu. Le silence se fit dans la pièce. Hélène serra la main d'Anna, tremblante elle aussi. J'essayais de garder une voix posée. Tu es en sécurité? T'a-t-il menacé? Anna secoua la tête. Non, pas physiquement. Mais il a dit que si je partais, il ruinerait ma réputation au travail et dirait à tout le monde que j'étais instable. Je m'en fiche. J'ai fait mes valises ce matin et je suis venu directement ici. J'étais si fier d'elle à ce moment-là, au plus fier que jamais. Elle avait trouvé le courage de rompre, d'affronter la vérité et de rentrer à la maison. Tu as bien fait, ma chérie. Nous te protégerons. Tu n'es pas seule. Hélène essuya ses larmes et se leva. Il faut du café. Et une tarte. On a besoin de quelque chose de sucré après tout ça. Anna parvint à exprimer un rire lassé. Pour la première fois depuis des années, nous nous sommes retrouvés tous les trois à la table de la cuisine, sans barrière, sans secret caché. J'ai appelé la police et leur ai remis les preuves apportées par Anna. L'agent a promis d'enquêter et a dit à Anna qu'elle avait bien fait de témoigner. Au début, nous avons mangé en silence, réconfortés par le rythme habituel de la maison. Le bruit des fourchettes dans les assiettes, l'odeur du café qui coulait, la vue d'Anna assise à notre ancienne table, tout cela ressemblait à un miracle. Tandis que le ciel se fondait dans un crépuscule bleu, Anna nous raconta tout. Comment Rick avait commencé à jouer juste après leur mariage, comment il avait menti sur son travail, imité sa signature sur des chèques et l'avait isolé de ses amis et de sa famille. Comment il avait déformé chaque argument jusqu'à ce qu'elle doute d'elle-même,
jusqu'à ce qu'elle cesse enfin de demander de l'aide. Hélène la serra dans ses bras et murmura, « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Tu es à la maison. » Anna sourit un sourire sincère qui éclaira ses yeux fatigués. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je veux rester ici un moment. Si ça te va. » J'ai suffoqué, incapable de parler. J'ai simplement hoché la tête en posant une main sur son épaule. « Cette maison est ta demeure aussi longtemps que tu le souhaites, Anna. On verra le reste ensemble. » Pour la première fois depuis 3 ans, l'espoir refleurissait dans notre maison. La tempête qui avait si longtemps ravagé notre famille se dissipait enfin, et nous trois affrontions l'avenir côte à côte. Cette première nuit avec Anna à la maison, la chaleur était plus intense qu'elle ne l'avait été depuis des années. Après la tarte et le café, Hélène insista pour qu'Anna monte son ancienne chambre à l'étage, toujours peinte du même bleu doux de ses années lycée. Je l'entendis s'agiter bien après minuit, les tiroirs s'ouvrant, le plancher craquant tandis qu'elle déballait son saké, peut-être, ses souvenirs aussi. J'ai à peine dormi moi-même. J'ai erré dans la maison en pantoufles, m'arrêtant à la porte d'Anna juste pour écouter sa respiration calme. Parfois, un père a juste besoin d'une preuve que son enfant est en sécurité. En bas, Hélène était assise à la table de la cuisine, un thé à la main, l'air à la fois épuisé et apaisé pour la première fois depuis le début de tout cela. Nous nous sommes réveillés sous le soleil qui entrait par la fenêtre de la cuisine. Anna était assise en face de moi, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, les yeux gonflés mais plus brillants. Hélène préparait des crêpes, comme elle le faisait autrefois pour les anniversaires. Nous avons mangé en silence, mais ce n'était pas le silence gêné des inconnus, c'était un silence paisible, celui qui emplit un foyer quand les blessures guérissent enfin. Au petit déjeuner, Anna commença à parler, d'abord hésitante, puis avec plus d'assurance au fil de la matinée. Elle nous raconta les 3 dernières années, comment Rick jouait de plus en plus, comment il gardait des secrets, vidait ses économies et utilisait tous les stratagèmes possibles pour la faire douter d'elle-même. « Je pensais pouvoir le réparer, » dit-elle doucement en enfonçant sa fourchette dans ses crêpes. Mais je perdais tout contrôle. Hélène tendit la main par-dessus la table et la serra. « Tu as retrouvé ton chemin. C'est tout ce qui compte maintenant. » La police a appelé cet après-midi-là. L'agent à qui nous avions parlé avait suivi le témoignage d'Anna. Rick était interrogé. Une enquête serait ouverte, mais Anna pouvait respirer un peu plus tranquillement en sachant que sa version des faits était entendue. J'essayais de ne pas penser à la vengeance ou à la punition. Je voulais juste la paix pour Anna. Pourtant, il était difficile de ne pas laisser une vieille colère s'enflammer à chaque fois que j'imaginais le sourire suffisant de Rick, son regard froid. J'avais perdu des années à le haïr, mais maintenant, tout ce que je voulais, c'était me concentrer sur ce qui restait de notre famille. Plus tard, Anna et moi avons fait une promenade dans le quartier. On se serait cru au bon vieux temps, je la suivais tandis qu'elle me montrait les maisons inchangées et le vieux chêne où elle avait gravé ses initiales en CE2. « Tu es déjà revenu ici, après ton départ ?» ai-je demandé doucement. Elle secoua la tête. « Non. Je pensais que ça ferait trop mal. Mais j'avais tort. Ça fait du bien d'être de retour. » Nous nous sommes arrêtés au parc où Anna avait appris à faire du vélo. Je me souvenais d'elle titubant, de moi courant à ses côtés, l'encourageant par des cris. Elle était tombée 100 fois, mais se relevait toujours, têtue comme toujours. Elle rit doucement. « Tu sais, je te trouvais trop strict, trop prudent. Mais après ce que j'ai vécu, je comprends maintenant. Tu voulais juste me protéger. Je le ferai toujours, » ai-je dit d'une voix rauque. Même si je fais des erreurs en cours de route. Elle s'est appuyée contre mon épaule, comme elle le faisait quand elle était petite. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Cet après-midi-là, Hélène a retrouvé les vieux albums photos et les a étalés sur la table basse. Nous étions tous les 3 assis ensemble, feuilletant les pages de nos anniversaires, de nos vacances, de nos bals de fin d'année et de nos après-midi tranquilles dans le jardin. Chaque photo nous rappelait ce que nous avions perdu, mais aussi ce que nous pouvions encore récupérer. Anna commença à faire des projets. Elle appela son bureau pour expliquer son absence. Elle demanda conseil à Hélène sur des avocats compétents, qui pourraient l'aider à entamer une procédure de divorce. Elle parla même de se trouver un nouveau logement à Seattle, près de chez nous. Les jours passèrent.
La douleur ne disparut pas du jour au lendemain, mais elle s'atténua légèrement. Anna reprit ses vieilles habitudes, aider Hélène à dîner, se disputer avec moi à propos des résultats de baseball, rire de mes blagues de vieux. Parfois, nous parlions tard dans la nuit, comblant les vides de ces années perdues. Parfois, nous restions simplement assis ensemble, laissant le temps et la présence faire ce que les mots ne pouvaient faire. Les lettres et les fausses urgences étaient derrière nous. Les dégâts causés par Rick prendraient du temps à se réparer complètement, mais Anna était forte au plus forte que je ne l'aurais jamais cru. Un soir, alors qu'Hélène et moi nous préparions à aller nous coucher, Anna est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant son vieil ours en peluche. « Papa » a-t-elle murmuré, « merci d'être là. Pour tout. » Je l'ai serré dans mes bras, luttant contre mes larmes. « C'est ta maison, Anna. Elle le sera toujours. Fini les années perdues. Fini les silences. » Pour la première fois depuis une éternité, j'ai dormi profondément, sachant que ma famille était à nouveau réunie. À la fin de cette semaine, notre maison de Ballard était emplie d'un espoir discret que je n'avais pas ressenti depuis des années. Anna occupait toujours son ancienne chambre, aidait Hélène à préparer des tartes et s'était même mise à entretenir le jardin, arrachant les mauvaises herbes et plantant de nouveaux bulbes, comme pour rattraper tout le temps perdu. Chaque matin, je me réveillais avec l'odeur du café frais et les rires doux de la mère et de la fille dans la cuisine. Je restais sur le seuil pour écouter, reconnaissante de cette seconde chance qu'aucune de nous ne pensait avoir. La police a rappelé. Le stratagème de Rick était en train de se déjouer. L'agent a dit qu'ils avaient retrouvé plusieurs lettres similaires provenant d'autres familles, il était devenu tellement désespéré qu'il s'en prenait à des personnes qu'il connaissait à peine, essayant de se sortir de ses dettes. Anna devrait faire une déposition, mais elle était prête. Sa voix était posée tandis qu'elle racontait l'histoire à l'inspecteur, claire et véridique. J'étais assis à ses côtés, la fierté et la tristesse mêlées. Un samedi ensoleillé, Anna nous a surpris en descendant prendre le petit déjeuner avec une nouvelle lettre à la main. « Ce n'est pas une mauvaise nouvelle » a-t-elle dit en voyant mon expression. Elle l'a posée sur la table et me l'a glissée. Je croyais que c'était mon tour d'écrire. L'enveloppe m'était familière, mais l'écriture était bien la sienne, pas d'imitations hésitantes, pas de désespoir caché. Je l'ouvris et Anna me regarda lire. « Cher papa et maman. Je sais que je ne peux pas effacer les 3 dernières années, ni toute la douleur que nous avons traversée. Mais je veux que tu saches que je suis tellement reconnaissante que tu ne m'aies jamais abandonnée, même quand j'ai abandonné moi-même. Je suis désolée d'avoir laissé quelqu'un, surtout Rick, s'immiscer entre nous. Je suis désolée pour toutes les fêtes et tous les anniversaires que j'ai manqués, pour tous les appels auxquels je n'ai pas répondu, et pour toutes les fois où je vous ai donné l'impression d'être des étrangers dans votre propre famille. Merci de m'avoir réservé une place. Merci de m'avoir aimé, même quand je n'étais pas facile à aimer. Je veux aller de l'avant. Je veux qu'on redevienne une famille, pour de vrai cette fois. Amour. Anne. » Mes mains tremblaient légèrement en terminant. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé Hélène en larmes, les bras autour d'Anna, toutes les 3 serrées dans nos bras, respirant l'odeur du café et de la tarte, et quelque chose d'autre, un sentiment d'appartenance. Après le petit déjeuner, Anna a proposé une promenade, juste toutes les deux, comme au bon vieux temps. Nous sommes descendus jusqu'à Salmon Bay, le soleil se reflétant sur l'eau. Elle m'a parlé de ses projets. Elle avait déjà trouvé un nouvel appartement non loin de chez nous et voulait nous inviter une fois installés. Elle devait rencontrer un avocat lundi pour entamer sa procédure de divorce. Elle voulait faire du bénévolat au centre communautaire local, peut-être pour aider d'autres femmes qui avaient vécu une situation similaire. Avant, je pensais que l'indépendance signifiait tout faire seule, a-t-elle dit. Mais maintenant, je comprends qu'il s'agit aussi de savoir sur qui on peut compter. J'ai hoché la tête. Tu as toujours eu un chez toi. Et tu en auras toujours un. De retour à la maison, nous avons passé l'après-midi à ranger son ancienne chambre, nous avons rangé des trophées d'enfance, de vieux livres, une boîte à chaussures pleine de lettres que je lui avais écrites pendant ses études. Anna a retrouvé son vieil album de fin d'année du lycée et a éclaté de rire en voyant une photo de moi, les cheveux en bataille, en train de faire griller des hamburgers dans le jardin. « Tu as l'air d'une rockstar, papa. » A-t-elle plaisanté, et pour la première fois, j'ai senti les années s'envoler, remplacées par une joie pure. Le soir venu,
Hélène a dressé 3 assiettes sur la table et nous nous sommes assis pour un repas sans secret, sans douleur non exprimée. Nous avons ri, nous sommes remémorés de vieilles anecdotes et avons fait des projets pour l'avenir, Thanksgiving chez nous, un road trip au Mont-Rainier au printemps, et nos dîners du dimanche, quoi qu'il arrive. Avant d'aller au lit, Anna nous a serrés dans ses bras. Je vais bien, a-t-elle promis. Et toi aussi. Plus de silence. Plus d'années perdues. Après qu'elle soit montée, je me suis attardé dans le salon, contemplant les photos de famille sur la cheminée. Je pensais à quel point nous avions failli tout perdre, à la façon dont une simple fausse lettre avait failli nous séparer. Mais finalement, c'est une vraie lettre de simples excuses, une promesse, l'espoir d'une fille qui nous a réunis. Je me suis assis à mon bureau, j'ai sorti un morceau de papier et j'ai écrit un mot à Anna. Chère Anna. Tu ne pourrais jamais me faire perdre mon amour, et je ne ferai jamais rien pour toi. Bienvenue à la maison. Ne nous quittons plus jamais. J'ai glissé la lettre sous sa porte cette nuit-là, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle avait peur des orages. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis endormi sans peur, sachant que, quoi que le monde m'apporte, ma famille avait retrouvé le chemin de la maison.